Merci à vous d'être ce matin sur le plateau d'Elsie. Je rappelle que vous êtes la présidente de la région Île-de-France, région concernée, parmi d'autres bien sûr, par le nouveau tour de vis. Nouveau régime antivirus avec fermeture des bars à partir de 22 heures à Paris et sa petite couronne. Certains médecins disent qu'il faudrait aller au-delà. Vous auriez aimé plus de sévérité? Ce qu'il faut, c'est absolument éviter un reconfinement. Je pense que notre économie, les Français eux-mêmes, le redoutent et à juste titre. Donc il faut tout faire pour éviter le reconfinement. Maintenant, il faut éviter de prendre des mesures brutales sans concertation. Le gouvernement aurait dû prévenir les collectivités locales des mesures qu'il allait prendre, à Marseille, bien sûr, les plus dures, mais aussi en Île-de-France. Parce que ça nous aurait permis de préparer les esprits et préparer aussi l'accompagnement de ces mesures. Vous n'avez eu aucun coup de fil? Nous avons une réunion, si bien sûr, nous avons une réunion préparatoire quelques jours avant les annonces du Premier ministre, mais dans laquelle, à aucun moment, on ne nous a prévenu qu'il y aurait ces fermetures de bars. Alors moi, je voudrais Donc, y revenir. Pour être clair, vous n'avez pas du tout été prévenu quelques heures avant l'annonce d'Olivier Véran de la fermeture des bars à 22 heures. Absolument, nous n'avons pas été prévenus. Et par Méthode ailleurs, trop brutale. Méthode trop brutale. Et surtout, moi, ce qui me préoccupe, ce qui m'inquiète, c'est la situation économique de la filière des cafés-restaurants, singulièrement en Île-de-France, où nous avons la double peine. Vous le savez, les Français, après le confinement, ils sont partis. Ils sont partis en vacances, partout en France, sauf à Paris. Nous avons vraiment la double peine. Nous avons eu le confinement et nous avons les touristes qui ne sont pas revenus. Nous avons une saison touristique absolument désastreuse. Et nous avons pas loin de 20 à 30% des restaurants et des hôtels qui sont proches de la faillite. Donc moi, je crains les drames humains. Vous craignez quoi? Que ce nouveau train de mesures précipite des faillites qui sont en gestation, en tout cas? Absolument. En termes de menaces. Oui, absolument, c'est ce que je crains. Et c'est pour ça, je crains des faillites, je crains des bars, des restaurants qui ferment, je crains le désespoir pour ces entrepreneurs et ces entreprises et leurs salariés. Et donc, ce que je crois, c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin dans l'accompagnement financier de ces fermetures. Le gouvernement a dit que les bars auraient accès au fonds de solidarité s'ils ont 80% de perte de recettes. Vous imaginez bien que s'ils ferment à 22 heures, ils n'auront pas 80%. Ils auront à peu près 50% de perte de recettes. Il faut évidemment baisser ce seuil. Il faut mieux les accompagner financièrement. Je vais rencontrer tous les représentants de la profession ce matin. Je pense qu'il faut le baisser au moins à 50%, peut-être même en dessous. Il faut compenser les pertes qui sont prises à la suite de mesures administratives. Il nous faut aussi, en Île-de-France, une clause de revoyure, comme celle qu'ont obtenue les Marseillais. C'est-à-dire au bout de 7 jours? C'est ça, au bout de 7 jours. Parce que ce que je voudrais savoir, c'est est-ce que c'est vraiment une mesure efficace? Est-ce que, par exemple, tous les jeunes, tous les étudiants qui vont d'habitude dans ces bars vont être plus en sécurité sanitaire s'ils se retrouvent dans des petites chambres d'étudiants à 25 en train de boire chez eux? Vous pensez qu'en une semaine, on a le temps de mesurer ça? Mais en tout cas, il y a une clause de revoyure qui a été obtenue par les Marseillais. Je souhaite que cette clause de revoyure puisse avoir lieu en Île-de-France et qu'on puisse savoir si cette mesure est vraiment efficace. C'est la deuxième chose. Et je voudrais aussi pousser un cri d'alarme. Un cri d'alarme pour ceux qui sont sans voix et qu'on n'entend pas. C'est les intermittents de la filière restauration. Les intermittents de la filière restauration n'ont aucun filet de protection. Oui, vous voulez dire les CDD, tous ceux qui sont les intérimaires, à la planche, les CDD, oui, tous ceux qui font le service, tous ceux qui ont aujourd'hui, je les appelle les intermittents de la restauration parce que leur statut est un peu comme celui des intermittents du spectacle. C'est des gens qui viennent pour de l'événementiel, qui viennent pour des soirées, qui viennent pour des salons. Des jeunes souvent. Souvent des jeunes, mais pas que des jeunes. Et c'est encore plus dramatique quand ils ont un certain âge. Pourquoi? Parce qu'ils avaient des statuts précaires, mais il y avait beaucoup d'emplois. Parce qu'en Île-de-France, on est une très très grande région de l'événementiel, du tourisme. Et aujourd'hui, tout s'effondre. Je n'ai pas les statistiques du nombre, mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, certains d'entre eux, beaucoup d'entre eux, n'ont rien d'autre que le RSA et aucune perspective de reprise de l'activité économique. On parle de plan de relance. Oui, il y aura un plan de relance dans la construction. Oui, il y aura un plan de relance dans la santé. Oui, il y aura un plan de relance dans les métiers de l'environnement, de la sécurité, du numérique. Pas pour eux. Mais pas pour eux. Il faut quoi? Une aide mensuelle? Il faut que le gouvernement ouvre les yeux sur leur situation qui est absolument dramatique. Il y a eu une aide très forte sur les intermittents du spectacle.
Il y a une aide très forte sur les CDI, les personnes en chômage partiel, et il manque, me semble-t-il, un maillon sur ces intermittents de toute la filière événementielle. Il faut absolument qu'ils soient pris en compte par le gouvernement, qu'ils ne soient pas l'angle mort. Par ailleurs, ça, c'est évidemment, un angle mort. Pas seulement la région, l'événementiel, pas seulement l'événementiel. Vous avez dit les intermittents aussi de la restauration. Les intermittents de la restauration et de l'événement. Enfin, en fait, c'est les intermittents de la restauration qui travaillent dans le tourisme, dans l'événementiel, dans les bars, dans les restaurants, dans les hôtels. Mais je voudrais dire une chose, c'est que la région va aussi se mobiliser pour organiser des reconversions très rapides. Et nous avons mis une prime de 1 000 € pour que tous ceux qui aujourd'hui se retrouvent sans rien, sans perspective, puissent basculer dans des formations qualifiantes dans tous ces métiers dont je viens de parler, qui, eux, vont recruter considérablement après, avec la crise. Une prime de 1 000 € pour une prime de 1 000 € pour les inciter à rentrer dans... Non, c'est une prime de 1 000 € en plus. Ils seront évidemment rémunérés 600 € par mois quand on est dans une formation, de demandeurs d'emploi. Donc beaucoup de demandes. 40 000 formations sont déjà ouvertes à la région. Valérie Pécresse, Renaud Muselier, c'est votre homologue LR à la région PACA. Il a déposé un recours hier, il l'a annoncé sur LCI, devant la justice pour dénoncer une décision arbitraire en ce qui concerne sa ville, la ville de Marseille. Pardon, est-ce qu'il a raison? Je peux comprendre sa réaction. Sa réaction, elle est liée à la brutalité de l'annonce. Parce que ça n'a pas été concerté, parce que ça n'a pas été préparé. Alors j'entends certains qui disent « Oui, mais de toutes les façons, les élus n'auraient jamais eu le courage d'assumer de telles décisions parce que les Français n'en veulent plus, ils ne veulent plus de décisions difficiles. » C'est faux. C'est faux, c'est faux. Et moi, j'en apporte la preuve, c'est que lors du confinement et du déconfinement, c'est moi qui avais demandé l'attestation employeur pour prendre les transports en commun. C'était une mesure difficile à prendre, c'était une mesure qui était contraignante pour les entreprises et le gouvernement ne souhaitait pas la prendre et j'ai assumé la responsabilité de cette mesure parce que ce que je voulais, c'était redonner confiance aux Franciliens dans les transports en commun et qu'ils acceptent de les prendre et qu'on puisse respecter un minimum de distanciation physique. Vous vous sentez solidaire donc de lui, vous auriez fait la même chose dans sa situation. Donc, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans sa situation. La même chose puisque vous je ne sais pas ce que j'aurais fait dans sa situation, mais en tout cas, je le comprends. Et ce que je dis au gouvernement, c'est ayez confiance dans les élus. On est responsable. Donc, on sait très bien qu'il faut accompagner les mesures sanitaires. Ce que l'on souhaite, c'est juste qu'on nous donne la preuve que ces mesures sont les bonnes et qu'elles seront efficaces. Et ça reste encore à prouver. Mais à propos d'efficacité, est-ce que quand même la décision de Renaud Muselier, d'autres protestations des élus marseillais, ça n'encourage pas à la désobéissance, franchement? Quand l'État prend une décision à la place de la région et que la région la conteste avec un enjeu de santé publique, est-ce que ça n'est pas dangereux, Valérie Pécresse? C'est pour ça que je vous dis que je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place et que j'aurais peut-être réagi différemment. Oui, mais c'est curieux de soutenir et de dire, je ne sais pas si je l'aurais fait. Non, je n'ai pas dit que je le soutenais, j'ai dit que je comprenais sa réaction et qu'elle était liée à la brutalité de l'annonce et au sentiment qu'il a eu d'une forme d'impuissance face à la décision de l'État et d'incompréhension. Maintenant, évidemment, nous les élus, nous devons appeler au respect de la loi. Voilà. Simplement, pas comme Samia Ghali, justement, à Marseille, pas comme Lionel Lucas. Nous devons appeler au respect de la loi. Maintenant, le sujet est simple, c'est que on voit bien qu'il y a eu un infléchissement de la stratégie de l'État, du discours de l'État qui a été vécu extrêmement brutalement par les Français. Non, un infléchissement qui a été, si vous voulez, on est passé d'une rentrée assez insouciante, il faut bien le dire, à des mesures qui ont marqué par leur brutalité. Donc, je pense qu'il y a un temps d'explication qui a peut-être pas eu lieu. Et c'est vrai que c'est très dur pour les Français. C'est très dur pour eux de se dire, ça y est, on est reparti pour une deuxième vague. Donc, il faut pouvoir les accompagner davantage. D'accord. Et vous avez dit ce que vous demandiez. Vous voyez Jean Castex cet après-midi. Jean Castex, nouveau Premier ministre. Vous dites le gouvernement est trop vertical, trop brutal. Donc le dialogue, c'est pas l'homme du dialogue, Jean Castex? Pourtant, depuis son arrivée, Jean Castex a plutôt marqué une inflexion dans le dialogue avec les collectivités locales. Nous, les régions, par exemple, il nous a ouvert la porte. Vous savez que l'Île-de-France était dans une situation absolument calamiteuse au niveau de ses transports. Il manquait 3 milliards. Il nous a réglé le problème, ce qui était totalement inespéré. Par ailleurs, moi, je voudrais aussi parler d'un sujet qui me tient à cœur, les étudiants. Très rapidement, parce qu'il faut qu'on parle sécurité. Mais les étudiants aujourd'hui, les universités sont dans une situation, un entre-deux, là aussi, qui est
qui n'est pas acceptable. Il faut qu'on aide bien davantage nos universités. Les étudiants ne peuvent pas aujourd'hui rester chez eux pendant une année entière alors qu'ils ont déjà manqué les cours l'année prochaine. J'ai réuni les présidents d'université et nous annoncerons cette semaine un plan d'urgence pour les universités au niveau de la région. Pour empêcher les facs de fermer ? Parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose d'inévitable à venir. Le drame, c'est le conflit générationnel qui est en train de se tisser en France, c'est-à-dire les jeunes qui se contaminent et les personnes, leurs aînés, qui ne veulent plus être en contact avec eux. Et ça touche les professeurs, ça touche les agents dans les écoles, dans les lycées et à l'université. Or, si les universités ferment, eh bien, nous allons avoir des jeunes totalement qui auront été 2 ans déscolarisés, ils seront vraiment la génération sacrifiée du Covid. C'est important parce qu'ils rentrent cette semaine beaucoup à l'université. Vous dites qu'il ne faut pas que les facs ferment. J'aimerais trouver une solution pour que les facs ne ferment pas. Et donc ça veut dire ça passe par des masques, ça passe par des tests. Mais il faut aussi organiser le télétravail. Et là aussi, il y a des étudiants qui ont des équipements informatiques, d'autres qui n'en ont pas. Des étudiants qui ont le Wi-Fi, d'autres qui ne l'ont pas. Vous êtes prêts à les aider financièrement ? Absolument. Et on va réduire les inégalités entre les étudiants. C'est le plan que nous annoncerons cette semaine. Vous allez donc débloquer des fonds pour aider les étudiants boursiers, par exemple, j'imagine, à s'équiper pour pouvoir faire pas seulement des fonds. Effectivement, il y aura un chèque numérique qui sera donné aux étudiants boursiers de 100 €, mais ce ne sera pas que des mesures financières, ce sera aussi des mesures très concrètes de tests, de max, d'équipements informatiques. Et il faut qu'on apporte aussi aux universités des personnes pour aider les professeurs à monter leur projet. Un chèque numérique de 100 €, c'est ce que vous nous annoncez. Rapidement, malheureusement, mais c'est important. Youssef d'abord, ouvrier de nationalité algérienne. On l'a entendu hier soir sur TF1 et LCI. Il a tenté de neutraliser l'auteur de l'attaque devant Charlie jeudi. Il a été traité comme un terroriste potentiel avant d'être libéré et mis hors de cause. Les policiers ont fait leur travail. Mais est-ce qu'il faudrait faire un geste d'abord pour lui ? Absolument. Moi, je pense typiquement qu'il devrait obtenir la médaille du courage de la région. C'est une médaille que nous donnons à toutes les personnes qui s'illustrent dans un acte de courage et de bravoure. Je crois que c'est très important de montrer les Youssef français pour montrer que nous sommes tous unis contre le terrorisme. Valérie Pécresse, d'après la matinale du Monde ce matin, journal Le Monde, l'auteur de l'attaque n'avait pas 18 ans, il aurait 25 ans. C'est encore un maître conditionnel, mais on aurait retrouvé son identité dans son téléphone. Il aurait 25 ans. Il a été traité comme un mineur isolé. Qu'est-ce que ça raconte ? La question des mineurs isolés est une question totalement taboue dans la politique française et c'est une question extrêmement alarmante. Nous avons aujourd'hui pas loin de 40 000 mineurs isolés sur le sol français et c'est devenu, ce statut des mineurs isolés, une voie, un détournement de la loi généralisé. C'est devenu une filière d'immigration clandestine. Et on le sait. Et on sait que c'est très dur de contrôler l'âge osseux des mineurs qui arrivent, que beaucoup sont des faux mineurs. Et même ceux qui sont des vrais mineurs, puisqu'il y en a aussi beaucoup, eh bien ceux-là sont enrôlés pratiquement immédiatement pour une bonne part, dans des réseaux mafieux, dans des réseaux de prostitution, dans des réseaux de trafic. On ne protège pas en réalité les mineurs isolés avec la loi actuelle. On les livre comme des esclaves humains à des trafics. Et donc, je crois qu'il faut revoir cette loi. Alors, c'est une convention européenne sur les mineurs isolés. Et il faut organiser avec les pays d'origine le retour de ces mineurs. Ils sont en danger sur le sol français. Il faut organiser le retour avec les États. Il y a 40 000, il y en a des milliers en tout cas, qui sont arrivés, par exemple, il y a 2 ans, dernière statistique. La moitié a été vraiment authentifiée comme mineurs. C'est eux qu'il faut renvoyer chez eux. Il faut renvoyer chez eux tous ceux qui arrivent sur le sol français en n'étant pas des réfugiés, en n'étant pas des victimes de guerre. Il faut les renvoyer parce qu'ils sont aujourd'hui ne les protège pas plus que des adultes. Mais non, parce que ils sont placés. Il faut les traiter comme des adultes ? Non, pas du tout, pas du tout. Ouais. Au contraire, il faut les protéger vraiment. Aujourd'hui, la loi telle qu'on l'a faite, qu'on croit protectrice, est une loi qui en réalité les livre à des réseaux mafieux. Parce qu'ils n'ont pas de ressources, parce que souvent, ils viennent avec des réseaux de passeurs qui sont là pour alimenter en chair humaine ces réseaux mafieux. Oui. Donc il faut pousser un cri. On est en train de faire un réseau d'esclaves humains avec ce statut des mineurs isolés parce qu'on n'a pas le droit
de les renvoyer chez eux. Donc il faudrait des accords de retour dans le pays d'origine avec les pays d'origine qui s'engagent à s'en occuper. Donc les renvoyer chez eux le plus possible en ayant... avec des accords avec les pays d'origine pour qu'ils soient évidemment qu'ils retrouvent leur famille. Un mot de politique. Anne Hidalgo s'est faite réélire à Paris en excluant absolument de candidature à la présidentielle et bon maintenant on va dire qu'elle a laissé placer le doute récemment dans une interview. Est-ce que vous pourriez vous retrouver face à elle à la présidentielle sans être de la gueule, non, un duel féminin? Ça, ce serait assez nouveau monde à la présidentielle. Vous savez, franchement, pardon, je sais que vous, journalistes, vous n'êtes obsédés que par 2022, mais non, les non, Français... on n'est pas obsédés, on a parlé à 99% dans cette interview d'autre chose, donc ne dites pas ça. Mais en tout cas, les Français, eux, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on soit à notre poste et à notre tâche. Et aujourd'hui, je peux vous dire que ce soit dans les lycées, que ce soit au service de la résilience de l'économie, que ce soit dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, franchement, j'ai autre chose à faire. Et la droite au Sénat, qui se renforce, non, c'est pas non plus un sujet ? En tout cas, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que la droite au Sénat permet de temps en temps de mettre du pragmatisme et du bon sens dans la politique. C'est là où est l'opposition, c'est ce que dit la droite aujourd'hui. Merci beaucoup. Mais pas forcément l'opposition constructive parce que vous savez qu'ils ont parfois voté des lois du gouvernement. Merci beaucoup Valérie Pécresse d'avoir été ce matin sur le plateau de LCI.